20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la prestation de serment du président Macky Sall prévue ce mardi. Le professeur Abdelaziz Kébé analyse cet exercice institué en 1963 au Sénégal. Vous l'entendrez dans ce journal. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal en visite au groupe Futur Média. Son Excellence Toulinabo Mouchinguy en a profité pour magnifier les relations entre Dakar et Washington, sans oublier de saluer la maturité du peuple sénégalais après la présidentielle de 2019. Pendant ce temps, les préparatifs du défilé du 4 avril vont bon train. La place de la Nation en train de se parer de son plus beau décor. Pour accueillir ses invités dans cette édition, nous irons à la découverte des spahis avec le mémorial de la Grande Gendarmerie. Et puis à Yoff, la ferveur commence à gagner la cité religieuse qui se prépare à accueillir les fidèles pour les besoins de la 139e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Pour une deuxième fois, le président Macky Sall va prêter serment. L'exercice en tant que tel est institué en 1963 au Sénégal. Selon le professeur de droit public à l'UCAD, le serment a une valeur juridique indiscutable. Cependant, Abdelaziz Kébé est d'avis qu'il faut le réécrire, l'adapter au contexte. Il considère de trahison la violation du serment. Il est dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Gervais Yao. Une pratique constitutionnelle instituée en 1963. Depuis cette date, il y a eu une évolution. La prestation de serment, acte obligatoire pour le président élu. Une formule tirée de l'article 37 de la Constitution. Elle marque le démarrage officiel de son mandat. En 1967, il y a eu une révision de la Constitution dans le sens d'introduire dans la formule de prestation de serment la référence à Dieu, ce qui est vraiment une innovation importante et qui montre tout simplement que le Sénégal est un pays de croyants. En 1976, on l'a supprimé. Et en 2001, cette référence a été réintroduite. Depuis, les contextes ont changé. Le professeur de droit public à l'UCAD est d'avis qu'il faudrait écrire le serment. Parce qu'il faut rappeler que le serment a été adopté dans un contexte où il fallait juste défendre la Constitution, défendre le territoire. Le président jure de ne ménager aucun effort pour défendre l'intégrité du territoire et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles problématiques. Par exemple, la question des ressources naturelles. Exemple, Congo. On introduit dans la Constitution la formule selon laquelle le président jure d'utiliser les ressources naturelles pour les besoins du peuple. La question du mandat, dans la Constitution de la République centrafricaine, le président jure de ne jamais réviser la Constitution pour changer le nombre de mandats consécutifs. La question de la probité. Je jure de remplir fidèlement. Un rendez-vous entre le président et son peuple, moment historique et solennel. Le président jure de respecter la Constitution et tout acte allant à l'encontre est considéré comme trahison ou violation. Quelles sont les conséquences juridiques? Dans certains pays, on considère que la violation du serment est une haute trahison. Au Niger, en 2009, le président a voulu briguer un troisième mandat, mais la Cour constitutionnelle du Niger a considéré que c'est une violation du serment. Dans d'autres pays aussi, la violation du serment, c'est une haute trahison. Maintenant, vous savez, la haute trahison, c'est une notion assez floue, assez ambiguë. Notez aussi que dans certains pays, le délai de prestation de serment est fixé par la loi, mais au Sénégal, ce n'est pas encore le cas. L'ambassadeur des États-Unis en visite dans les locaux du groupe Futur Média. Son Excellence Toulinabo Mouchinguy a salué le partenariat fécond entre les deux structures. D'autres questions d'actualité ont été abordées dans cet élément signé Pape Faraning et Mardien. Il
Une poignée de main symbolique entre deux ambassadeurs, chacun dans son domaine. Son Excellence Talenabo Mouchingui, au cœur de sa visite de courtoisie auprès de Youssou Ndour, est revenu sur le partenariat fécond entre l'ambassade des États-Unis au Sénégal et GFM. Vraiment, la personne de Youssou Ndour, c'est une personnalité éminente qui est bien connue à travers le monde. Je suis là depuis maintenant un peu plus d'1 an, donc il était grand temps que je passe ici le voir. Nous avons tant de programmes un peu partout de gauche à droite. Mes collègues me disent qu'ils avaient des relations avec JFM. C'est de voir, est-ce que ces relations, est-ce qu'il y a un impact réel? Donc c'est de voir avec nos programmes qu'est-ce que nous avons fait, est-ce qu'il y a un impact réel. Lors de ces discussions fructueuses, les deux personnalités ont aussi discuté sur l'état de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Quand vous regardez nos relations qui datent depuis les années 60, depuis le président Kennedy jusqu'au président Trump, depuis le président Senghor jusqu'au président Macky Sall, chaque président du Sénégal a reçu ou a été reçu par un président américain. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où vous pouvez dire la même chose. Donc, pour vous dire que cette relation est excellente et nous sommes contents que c'est dans les domaines où nous avons le partenariat gagnant-gagnant. L'ambassadeur salue la maturité des Sénégalais au vu du déroulement de l'élection présidentielle du 24 février dernier. Vous avez vu comment c'était une période assez dynamique quand même et c'était beau à voir. Et vous avez vu le 24 février, tous les Sénégalais, ceux qui étaient à l'âge de voter, un taux là de participation assez grand, ils se sont pointés aux urnes et le soir, c'est terminé, on a commencé à compter. Le lundi matin, moi je suis allé au bureau, j'ai vu tous mes collègues sénégalais au bureau, ils étaient là à vaquer à leur travail sans plus parler des élections. C'était fait pacifiquement et le lendemain matin, tout le monde est allé travailler. Ça, c'était beau à voir. La visite s'est déroulée en présence des collaborateurs du PCA du groupe Futur Média. Dans un climat convivial, l'ambassadeur en a profité pour donner un cadeau au président Youssou Ndour pour lui témoigner toute sa considération et sa reconnaissance. Merci beaucoup. Et puis à moins de 72 heures du grand défilé, la place de la Nation a changé de visage. Le comité d'organisation a déployé les grands moyens avec pas moins de 9 chapiteaux et des écrans géants pour rendre la fête on ne peut plus belle. Reportage signé sur place Pape Farani et Yafaraba. La place de la Nation aux couleurs du pays, elle a changé littéralement de visage à 3 jours du grand défilé de la 59e fête d'indépendance. Les ouvriers sont en pied d'œuvre pour livrer la place avant le jour J. Nous avons ici 9 chapiteaux. 9 chapiteaux, nous avons 9 chapiteaux ici. Le plus grand chapiteau, ça fait 600 places. 600 places. Beaucoup plus confortable que l'année dernière. On a fait une amélioration aussi cette année-ci. Une logistique de dernière génération tout au long du boulevard Général de Gaulle pour une parade exceptionnelle. En fait, cette année, on a fait une grande progression au niveau de la logistique. En fait, parce que cette année-ci, on a installé 9 écrans géants. Selon les plus grands écrans, il y a une dimension de 32 mètres carrés. Par rapport à l'année dernière, quand on avait installé 15 mètres carrés d'écran. On a une nouvelle sonorisation qui sont des RCF de la dernière génération qu'on a installé cette année-ci. Et il y a des lumières. Il y a des lumières de dernière génération qu'on a amenées aussi cette année-ci pour embellir le 4 avril. On a augmenté la capacité parce que l'année dernière on avait fait 15 mètres carrés. Maintenant, cette année-ci, on a fait 32 mètres carrés. Voilà. Même les lumières aussi, on l'a augmenté cette année-ci. La sonorisation aussi, cette année, on l'a fait. Des drapeaux et drapelés, des écrans géants, une importante sonorisation et des lumières. Rien n'est laissé en rade pour fêter dignement le 4 avril, en présence de nombreux chefs d'État. Kaolack également en plein dans les préparatifs. Les répétitions sont intenses du côté des forces de défense et de sécurité pour un défilé impeccable, notamment du côté de la subdivision des douanes. Un reportage signé sur place notre correspondant Ibrahim Diamé.
véhicules 4x4, des motos tout-terrain, des quads, des canots motorisés. Les douaniers de la subdivision de Kaolack en pleine répétition ont sorti une partie de leur arsenal de guerre pour préparer le défilé du 4 avril. Alors vous nous avez trouvé en train de procéder à une répétition pour préparer le défilé du 4 avril. On a mis l'accent surtout sur les moyens à utiliser. Nous avons des moyens mobiles, qui dit douane, dit mobilité, surtout pour les unités de surveillance. Nous avons des véhicules de poursuite, nous avons des motos, nous avons des quads. Ce sont des engins, surtout les quads, ce sont des engins tout-terrain qui nous permettent de faire convenablement nos services de brousse, surtout en matière de patrouille ou bien de circulation. L'objectif dans ce défilé pour le commandant et ses troupes, c'est de relever le défi de la participation et de l'organisation. Cette année, l'administration des douanes, en tout cas la direction régionale du centre, va innover. Mais pour rappel, la direction régionale centre couvre les 4 régions centres, c'est-à-dire la région de Kaolack, la région de Diourbel, la région de Fatick et la région de Kaffrine. Les femmes agents de la douane ne seront pas en reste dans ce défilé. Elles ont d'ailleurs activement pris part aux répétitions. Puis 7 aéronefs, 19 membres d'équipage vont défiler le 4 avril du côté de l'armée de l'air. Les répétitions se poursuivent. Les explications du général de brigade Joseph Mamadou Diop au micro de Dissa Prera. Alors, le défilé du 4 avril est vraiment un élément particulièrement important dans le calendrier des armées. Évidemment, ça me fait plaisir d'entendre dire que le défilé aérien est toujours attendu. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile qui demande beaucoup aux équipages en termes de concentration, en termes de précision. Nous y travaillons, nous avons énormément d'expérience dans ce genre d'exercice. Ça fait très longtemps que nous faisons des défilés aériens, mais un défilé n'est jamais pareil au précédent. Il ne faut jamais tomber dans la routine. C'est pour ça que nous le préparons avec beaucoup de sérieux. Les équipages s'entraînent régulièrement. Cette année, nous allons défiler avec 3 formations. Une première formation d'hélicoptère avec à sa tête un Bell 206, c'est un hélicoptère léger que nous utilisons pour former nos pilotes à l'école de l'air de Thiès, suivi d'un hélicoptère lourd de manœuvre, un Mi-17. La deuxième formation sera constituée d'avions de transport, un avion de transport léger, King Air 200, suivi d'un avion Casa 235, un peu plus grand, sensiblement de la taille du Fokker 27. Et enfin, une dernière patrouille composée de 3 TB-30 Epsilon. Ce sont les avions que nous utilisons à l'école de l'air pour la formation de nos pilotes d'avion et aussi pour la formation avancée de nos pilotes de chasse. Voilà. Il n'y aura pas d'innovation en termes de matériel. L'année dernière, si vous vous souvenez, un avion à réaction avait défilé, mais c'était juste pour montrer l'avion que nous comptons acquérir dans les années qui viennent. Donc pour les prochaines éditions, probablement, l'armée de l'air sera beaucoup plus riche en nouveaux matériels. Restons avec Joseph Mamadou Diop. Il est à la tête de l'armée de l'air depuis décembre 2017. Le général de brigade aérienne, un brillant mathématicien, doublé d'un pilote expérimenté. Son portrait avec Dissa Prera et Mamadou Diop. Derrière cette tenue, beaucoup de retenues. Les sciences et l'armée ont forgé l'attitude et la rigueur de l'homme. Les écoles que j'ai fréquentées, notamment le cours Sainte-Marie de Anne au cours primaire, ensuite le Britannique militaire de Saint-Louis. Après le bac, je suis allé en France au lycée militaire d'Aix-en-Provence pour faire les classes préparatoires en mathématiques supérieures et mathématiques spéciales avant l'école de l'air. Le général de brigade Joseph Mamadou Diop à la tête de l'armée de l'air du Sénégal depuis décembre 2017, un passionné d'avion et d'aviation militaire. L'armée de l'air a toujours été ma passion, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit. Voilà, les avions, les avions, les avions. Et je ne me plains pas. Dans l'armée, le pilote qu'il est a servi dans différentes unités de l'armée de l'air pendant des années avant de s'occuper de l'avion de commandement, et cela pendant plus de 10 ans. Ici au Sénégal, j'ai eu à voler sur différents avions, notamment au sein de l'escadron de patrouille maritime, sur un avion appelé Tunoteur. Donc pendant quelques années, j'ai passé mon temps à surveiller les bateaux de pêche, les bateaux qui pêchent dans nos eaux territoriales. J'ai ensuite volé sur l'avion Fokker 27, dont vous avez sûrement entendu parler, mais qui n'est plus en service actuellement, qui effectue des missions beaucoup plus militaires, des missions plus tactiques. Voilà. Quelques heures effectuées en Casamance sur les rallyes 235, avant de rejoindre la présidence.
Une carrière passée dans l'armée de l'air, des hauts et des bas, mais les bons souvenirs restent mémorables. Les bons souvenirs, c'était vraiment faire la chasse, si je puis m'exprimer ainsi, aux bateaux pirates, aux bateaux qui pêchent dans nos eaux sans autorisation. Et j'ai toujours été surpris de voir la rapidité avec laquelle les bateaux pouvaient manœuvrer. Je me souviens de situations cocasses lorsqu'il fallait arraisonner un bateau. Nous devions prendre une photo de ce bateau avec les filets à l'eau, avec les coordonnées GPS sur la photo, pour montrer que ce bateau était en train de pêcher sur une zone non autorisée. Je me souviens très bien des bateaux, lorsqu'ils voyaient l'avion, ils se dépêchaient de soulever les filets pour qu'on n'arrive pas à les prendre en photo. Voilà, ça nous faisait toujours très rire, ça nous faisait beaucoup rire, et de loin on pouvait voir, avant même de le survoler, que ce bateau était manifestement illégal. Joseph Mamadou Diop, un brillant scientifique spécialiste de mathématiques appliquées et spéciales, un militaire de carrière totalement engagé au service de sa patrie, bref, un général pas comme on en trouve tous les jours. Allons à présent à la découverte des spahis sénégalais de 1880 avec ceux de Saint-Louis jusqu'à l'existence de l'escadron monté qui est le gardien des traditions, une unité formée en tant que gendarme et qui participe à toutes les activités de la gendarmerie. Un sujet signé Aïssatou Paye et Pape Sangoné Mbaye. L'on ne pourrait visiter le mémorial de la gendarmerie sans passer par la case crypte. Spahi vient du mot turc sipahi, étymologiquement sipahi, et qui signifie tout simplement militaire en langue turque. Militaire en langue turque parce que dans le temps, il n'y avait que des cavaliers, il n'y avait que des hommes à cheval qui constituaient l'ossature des armées, de toutes les armées d'ailleurs. Une visite guidée, toute une page d'histoire des spahis sénégalais. Ça, c'est le premier escadron des spahis sénégalais de Saint-Louis. C'est là où a commencé les spahis sénégalais à partir de Saint-Louis. Tantôt Youssouf Bey avait créé cet escadron à partir d'Alger. Mais le premier escadron qui a été créé à travers le Sénégal, c'est l'escadron des spahis sénégalais de Saint-Louis qui date de 1880. Ces hommes à cheval, l'ossature de l'armée sénégalaise. Un créateur, Youssouf Bey. Tenue que nous portons actuellement, que la carte rouge porte actuellement, il y a quelques petites différences dans la tenue. C'est quoi les différences? La différence, d'abord, à travers la chéchia. La chéchia a des arabesques. On a supprimé les arabesques de la chéchia et on a laissé uniquement que la bande de lutte. La chéchia est restée. Donc voilà, un autre changement. De taille, le pantalon serval bleu qu'il portait, nous, on a porté ce pantalon serval avec des arabesques argentées, si c'est la cavalerie, ou arabesques dorées, si c'est les éléments à pied qui sont à l'intérieur du palais de la République. Même le code vestimentaire va se moderniser. C'est ce qui a permis l'existence de cet escadron monté que vous voyez, qui est le gardien des traditions. L'escadron monté à tout prix de ses ancêtres, dont je viens de citer les périodes. C'est une unité qui est actuellement au devant de la scène dans la mesure où ils sont d'abord gendarmes, formés en tant que gendarmes, avec leur spécialité d'abord de gendarmes, leur métier de gendarme du moins. On pourrait même parler des gendarmes auxiliaires créés en 1971, de la section aérienne de la gendarmerie et de ses ULM, de ses FPI, des GIGN. Mais patientez, vous aurez tout le loisir de les voir défiler ce 4 avril. Devant lui, la mallette de police judiciaire. Cette mallette de police judiciaire que vous voyez est un peu obsolète à cause de... C'était tout ce soir pour ce chapitre réservé au 4 avril. La présence communiquée de la Sénat qui informe les usagers de l'autoroute de l'avenir Dakar-Diamniadio-AIBD qu'à la demande de la haute autorité, l'autoroute dans le sens vers Dakar sera fermée à la circulation le mardi 2 avril de 8h45 à 11h. Les entrées par les bretelles de Keur-Massar numéro 8, Rufisque Ouest numéro 9, Rufisque Est numéro 10, entrée Sicap numéro 11 et Sébikotane Nord numéro 12 seront également fermées à la circulation.
Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'affaire de l'hippopotame abattu à Kédougou. Le colonel Momar Gueye juge que c'est normal. L'ingénieur des eaux et forêts à la retraite nous parle de la légitime défense. Toutefois, il plaide pour la protection de la faune et de la flore. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cher Diop. Dans la loi de 86, qui est le code de la chasse et de la protection de la nature, il y a des dispositions qui prévoient la légitime défense. Quand un animal représente un danger, eh bien, le service des eaux et forêts et les services compétents peuvent prendre des dispositions pour éliminer l'animal. Il y a même dans la loi ce qu'on appelait les battues administratives. Les battues administratives, c'est que quand il y avait des phacochères ou autres animaux qui gâchaient les cultures, eh bien, il était permis au service des eaux et forêts de prendre les dispositions avec des armes et autres et d'en éliminer un certain nombre. Et des fois même, on faisait appel à des chasseurs professionnels pour faire ce travail-là. S'il est dans le milieu des habitations, alors là, ça pose des problèmes. Si les autorités n'ont pas pu le faire, la seule solution qui restait, c'est d'éliminer l'animal et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a la loi de 86 portant code de la chasse et de la protection de la nature. Maintenant, il faut appliquer ça. Il faut que les gens tiennent compte de ça et respectent les habitats des animaux. Et puis cette histoire nous sert de prétexte pour faire un rappel des nombreuses attaques d'hippopotames qui avaient eu lieu dans cette partie du pays. L'hippopotame de Gouloumbou avait fait 31 victimes avant d'être tué par les populations. Un récit signé Mamadou Fall. Gouloumbou était une fois une terre de terreur. Un hippopotame imposait sa loi dans le fleuve Gambie. Plusieurs personnes ont été tuées. Pour rappel, sa dernière victime était le pêcheur Adama Diaw, âgé de 29 ans. Domicilié du village de Kouroumbani, un drame qui avait eu lieu en 2017, portant ainsi à 31 le nombre des victimes. L'hippopotame de Gouloumbou était considéré comme le plus dangereux de la sous-région, une psychose qui habitait les populations. Ne pouvant plus se laisser décimer par un hippopotame, elles ont décidé tout simplement de l'abattre. Prise en chasse, l'animal a été tué le 20 mars 2017. Les attaques répétées d'hippopotames dans cette partie du pays font que les populations ne peuvent plus cohabiter avec cette espèce. La preuve, un hippopotame de 400 kg et âgé de 2 ans a été abattu avant-hier à Kédougou. En provenance du même fleuve que celui tué il y a 2 ans, l'hippopotame errait dans la ville de Kédougou, semant la panique chez les populations. Pour éviter tout drame, les autorités administratives ont donné l'ordre de l'abattre. C'est ainsi que le directeur du campement, le relais, et chasseur de son état, l'a criblé de balles. Millions de déplacés d'ici quelques années. De déplacés climatiques, nous informe Ségolène Royal qui tire la sonnette d'alarme sur les maux qui secouent l'environnement à travers le monde. Des fonds sont également disponibles pour appuyer les pays afin de lutter contre ces fléaux. C'était ce matin lors d'une conférence sur les enjeux environnementaux. Compte rendu signé Thiorobar Ndiaye et Diafaraba. Pollution des sols, pollution atmosphérique, manque d'eau, catastrophe écologique, autant de problèmes qui secouent l'environnement à l'échelle mondiale. Ségolène Royal tire la sonnette d'alarme. Et nous avons mis en place cette grande coalition sur l'érosion des côtes, parce que c'est un gros problème dans tout l'ouest africain. Il y a à la fois l'érosion des côtes, il y a la désertification, il y a la déforestation, il y a les questions liées à la perturbation des climats. Et donc ça perturbe considérablement l'agriculture. Donc il y a à la fois la connaissance des mécanismes et en même temps les réponses à apporter pour que il n'y ait pas de recul en matière notamment de production agricole. Selon la représentante du président Macron à l'investiture du président Macky Sall, des fonds sont mis à la disposition des pays pour lutter contre les maux qui gangrènent l'environnement. Et il y a un travail de coordination, bien évidemment. Il appartient aux pays africains de définir leur programme. Et il appartient ensuite aux différents financeurs de se coordonner entre eux pour éviter que chaque pays soit obligé de courir après telle ou telle institution pour essayer de cofinancer et que ça soit plus rapide. Dit-elle, la sensibilisation est primordiale pour sauver l'environnement, les personnes et les animaux. Il faut arrêter avec la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols et en même temps monter en puissance sur les énergies renouvelables. Donc la question de la maîtrise des déchets, à la fois la lutte contre le volume des déchets, le tri des déchets, l'élimination du plastique, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça pollue la nature et ça pollue tous les animaux.
Elle annonce 200 millions de déplacés climatiques dans quelques années si rien n'est fait pour sauver l'environnement. Annoncé dans les titres de cette édition, Yoff, dont la ferveur de la 139e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, travaux de réfection entamés presque partout dans la cité religieuse et les habitants sont prêts à accueillir les invités. Un reportage signé sur place Habib Faye et Diafaraba. Yoff, dans la ferveur de la 139e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Ici, chez Chérif Ousseynou Laye, les travaux vont bon train. Quelques réflexions pour accueillir les invités. Il y a plus de 2000 personnes. Il y a plus de 2000 personnes qui s'activent ici. Elles sont reparties en cellules. C'est international. Nous y sommes déjà. Chaque année, nous venons pour réfectionner la maison. Nous ne faisons que notre participation. Nous sommes fin prêts. Actuellement, nous sommes aussi à la phase d'essayage. L'appel se déroule principalement la nuit. C'est pourquoi nous faisons tout pour que les lumières soient au top. C'est le palais présidentiel qui est là. Je l'ai conçu pour un panel que l'on doit présenter. Chaque année, je fais une maquette à présenter et je vais finir ça demain. Maçon, menuisier, tout comme électricien, s'empresse de terminer à temps, au grand bonheur des pèlerins. Nous sommes des disciples et que nous avons un métier chacun. Sur ce, 1 à 2 mois de l'appel, nous venons contribuer aux travaux. Nous pouvons les allumer aujourd'hui, tout comme demain. C'est un travail évalué de jour en jour pour avoir la bonne qualité. Elle habite Yoff, impatiente de recevoir ses invités. C'est-à-dire on les accueille de la façon la plus aimable. On va prendre soin plus d'eux que de nous-mêmes. Ajibo Dayala, tous au service du mardi, les Layennes, à quelques jours de l'appel, finissent les travaux de réaménagement. La journée mondiale du fact-checking célébrée ce 2 avril, cette forme d'investigation permet de vérifier si une information est vraie ou fausse. Au Sénégal, Africa Check s'érige en baromètre de la vérité. Selon Samba Dialimpa Bachi, rédacteur en chef de la dite structure, le fact-checking est d'un grand apport pour les journalistes, de même que pour les populations. Il a rencontré nos reporters Mohamed Lamine Ndiaye et Diafaraba. Le fact-checking est une nouvelle pratique journalistique qui permet la vérification d'une information. Au Sénégal, Africa Check se charge de cette mission. Une pratique journalistique qui consiste donc à vérifier des faits, mais qui consiste surtout à authentifier des faits, des déclarations, et ça ne se limite pas uniquement aux déclarations, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça touche aussi des vidéos, des photos qui sont partagées via les réseaux sociaux, via WhatsApp. Donc tout ça, le fact-checking, il touche pour vérifier l'authenticité de tout ce qu'on partage, mais tout ce qu'on publie. Le fact-checking, ce nouveau genre rédactionnel, constitue un grand apport pour les journalistes. Est-ce que d'autres journalistes viennent de nous? Il nous est arrivé, oui, d'avoir certains confrères qui nous contactent pour certaines choses ou certaines vérifications. Ce que nous faisons, c'est que quand on finit de travailler sur un sujet, on publie un article sur notre site. D'abord, l'accès est libre et nous permettons à tous les médias de reprendre, de republier nos articles. Notre site est de plus en plus consulté et de plus en plus lu. Nous avons d'ailleurs reçu aujourd'hui les derniers chiffres de la fréquentation de notre site qui montrent que de plus en plus de personnes visitent notre site et que notre travail est de plus en plus connu du grand public. La lutte contre la désinformation, un combat rude que mène également le réseau social Facebook. Le rédacteur en chef d'Africa Check appelle à plus d'implication pour combattre les fake news. Le fact-checking à lui seul ne suffit pas pour lutter contre la désinformation. Je pense que c'est tout un écosystème très compliqué, la désinformation, qui sont dans la fédération, l'AFCN, qui est un regroupement de médias qui font du fact-checking, qui peuvent faire ce travail de fact-checking sur la plateforme de Facebook. Avec la forte présence des réseaux sociaux dans le quotidien des populations,
Difficile de combattre la désinformation. Heureusement, le fact-checking est là pour distinguer le vrai du faux. Sur l'international, 24 heures après sa nomination, la secrétaire d'État porte-parole de la France a fait son grand oral devant la presse. C'était ce matin. La désormais ancienne conseillère presse du chef de l'État français est engagée en politique depuis plus de 15 ans. Son portrait avec Maïmouna Ndiaye. Son prénom signifie la personne qui a gagné de nombreux combats en langue diola. Une grande partie de sa famille réside au Sénégal. Sa mère, Mireille Ndiaye, a des origines allemandes et togolaises. Elle a présidé le Conseil constitutionnel du Sénégal entre 2004 et 2010. Son père, Farah Ndiaye, fut un député et numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Siben Ndiaye a longtemps cheminé avec les personnalités politiques depuis une dizaine d'années. Diplômée d'un DES en économie de la santé, elle gère les relations presse du ministre du redressement productif puis de l'économie, Arnaud Montebourg. La militante du syndicat étudiant proche du parti devient par la suite un proche d'Emmanuel Macron. L'ex-correspondante de Washington impressionne également par son engagement et sa détermination dans le travail. Plus tard, elle gère les relations presse du ministre du redressement productif. À 39 ans, la jeune femme succède à Benjamin Griveaux au poste de porte-parole du gouvernement. Avant cette nomination, elle était conseillère presse et communication de l'équipe de la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis le gouvernement algérien en pleine contestation populaire a opéré un remaniement ministériel. Ce nouveau gouvernement mis en place est dirigé par Noureddine Betoni, désigné Premier ministre, et 27 autres membres. Abdelaziz Bouteflika, lui, va annoncer, ou bien va démissionner avant le 28 avril prochain. C'est un récit signé Mohamed Samb. Poussé vers la sortie, le temps de Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie est compté. Le président algérien va démissionner avant l'expiration de son mandat le 28 avril, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Le chef de l'État prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition, poursuit le communiqué. Dimanche, s'opérait un remaniement gouvernemental. Le nouveau gouvernement est toujours conduit par Noureddine Bodoui, désigné Premier ministre le 11 mars dernier, ainsi que 27 autres membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe. Selon la liste diffusée sur la télévision nationale, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, reste vice-ministre de la Défense. Par ailleurs, Ramtan Lamamra, qui avait été nommé vice-premier ministre et chef de la diplomatie, ne figure pas dans la liste. La 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football avec Génération Foot qui ne gagne plus depuis 3 journées. La AS Pékin qui retrouve le chemin de la victoire, tout comme la Sonacos Lanterne Rouge. Le Casa Sport, porté par un Youssouf Badji en état de grâce, monte sur le podium. Les enseignements de cette journée, signé Cher Salibou Diarra. La Ligue 1 est relancée à l'issue de la 19e journée. Leader du championnat Génération Foot ne gagne plus. L'académie de Denis Biramdao a enregistré son 3e nul de suite. Un but partout face à Niar Italie qui gagne une place au classement. Ce partage des points de Génération Foot, l'AS Pékin en profite après sa nette victoire devant l'AS Douane, 2-0. Toujours à la 2e place, le premier revient à 5 points du leader. Par contre, Teungueth FC descend du podium. Le club fagnon de Rufisque a courbé l'échine face à la Lanterne Rouge, la Sonacos de Diourbel, 1-0. Une 2e défaite de suite qui le fait dégringoler à la 6e place. Le Casa Sport renversant devant Ndiambour est le nouveau 3e au classement. Mené au score à 30 minutes de la fin du match, les Ziguinchorois à domicile se sont imposés 3-1 grâce au triplé de Youssouf Badji. Ce dernier totalise 5 buts en Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur suit de près le Casa Sport avec le même nombre de points. Sur une série de 2 défaites consécutives avant cette journée, DSC a créé l'exploit en allant infliger au Stade de Mbour sa 2e défaite de la saison
Une rencontre qui s'est terminée sur des échauffourées. Les supporters mourois fustigeaient l'arbitrage. Sans problème, Jaraaf enchaîne un deuxième succès de suite. Un but à rien, c'est l'avant-dernière au classement, la Linguère de Saint-Louis. 13 buts ont été marqués lors des 7 rencontres de cette 19e journée, soit une moyenne d'1,85 buts par match. Vous l'avez dit, cher Saleh Boudiara, la Linguère de Saint-Louis qui s'incline à domicile 1-0 face au Jaraaf de Dakar en but signé Abdoulaye Ba à la 26e minute. Une descente aux enfers qui commence à inquiéter les Saint-Louisiens. Ousseynou Diop. Rien ne va plus pour la Linguère de Saint-Louis, battue à domicile par le Jaraaf 1-0 en match comptant pour la 19e journée de la Ligue 1. But marqué par Abdoulaye Ba qui s'est joué de la défense saint-louisienne à la 26e minute. Au retour des vestiaires et avec les changements opérés, la Linguère accule les visiteurs en multipliant les opportunités sans parvenir à égaliser. Les attaquants pêchent dans le dernier geste ou butent le plus souvent sur une défense expérimentée des Dakarois, qui ont même eu la balle du deuxième but. Score final 1-0 pour les Verts et Blancs qui enfoncent davantage les Saint-Louisiens. Ces derniers essuient du coup leur 9e défaite de la saison et restent toujours relégables. L'entraîneur des Samba Linguère n'a pas trouvé les mots pour expliquer la défaite de son équipe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner les matchs, c'est tout. Pourquoi? Vous avez vu. Parce que l'équipe joue et on n'arrive pas à marquer. Et on perd le ballon facile qu'on encaisse. Et donc il faut trouver ça, c'est technique, il faut régler le problème dans le terrain. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Du côté du Jaraaf, c'est surtout l'engagement des joueurs qui a payé. L'adversaire nous a acculés, l'adversaire nous a pilonné avec de longs ballons, mais on s'était préparé pour ça, pour se battre sur les duels aériens et sur les deuxièmes ballons. On les a bien préparés et pourtant même il y a une contre-attaque, une belle phase de jeu pour mettre le deuxième but avec Mohamed Soli qui a essayé de dribbler le gardien au lieu de mettre un peu le ballon dans l'autre côté opposé. Classée 13e et avant-dernière, la Linguère reste toujours relégable et les Saint-Louisiens s'inquiètent davantage pour leur équipe qui représente toute une région en Ligue 1. Merci à vous, c'est Nudio Abibsek. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.